Michel Weber, vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier qui risque de faire du bruit, Covid 1984, ou la vérité politique du mensonge sanitaire, un fascisme numérique. Les mots sont forts, en même temps on vit une période inédite, où on a vu quand même que les choses se sont remodelées en très peu de temps. Quelle analyse vous donnez de ça? En deux mots alors, en deux mots. Donc la première chose que j'aimerais dire, la première chose que j'aimerais répéter, c'est que la crise de la Covid-19 ou du Covid-19, c'est pas une crise qui est sanitaire à proprement parler, c'est une crise qui est politique. C'est donc à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que toutes les mesures totalitaires qui sont prises, toutes les mesures liberticides qui sont prises n'ont aucune nécessité intrinsèque, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que cette crise est beaucoup plus profonde qu'elle n'y paraît, et donc il me semble qu'elle nous renvoie à la crise qui a été annoncée dans les années 70 par le premier rapport au Club de Rome, donc le rapport Meadows 1972, et donc c'est une crise qui est globale et systémique. En gros, ça veut simplement dire que le système qui structure nos sociétés depuis la révolution thermo-industrielle, c'est-à-dire un capitalisme de masse, c'est un système qui est à bout de souffle, simplement. Et l'interprétation que j'avance, elle n'est que légèrement sophistiquée, au sens où j'essaie d'utiliser simplement le bon sens, le sens commun, celui qui est censé être partagé par tout le monde, qui est un peu perdu parce qu'il a été malmené par les médias notamment et l'utilisation des techniques de communication, etc. Mais l'idée, c'est que si on s'assied, qu'on réfléchit une seconde, on peut comprendre les enjeux assez facilement. Donc, interprétation qui est justifiée par une utilisation du sens commun, légèrement sophistiquée, c'est lié à ma formation et mon inclination philosophique, mais c'est également une interprétation qui est simplement nourrie des faits. Et là, ça fait à peu près 9 mois qu'on est dans cet événement Covid-19. Il me semble qu'on a un exemple... comment dire, les politiques qui ont été mises en œuvre n'ont rien de sanitaire. Somme toute, ce sont des politiques de privation de liberté. On y va crescendo. Et donc ici, la communication sur Noël, par exemple, est absolument saisissante. Et c'est très étonnant que personne ne réagisse, que personne ne comprenne qu'il y a là du totalitarisme à l'action. Alors, ce que je peux faire, je ne sais pas si c'est susceptible d'éclairer notre conversation si tôt, mais ce serait de définir le totalitarisme. On peut, mais rappelez-nous quand même les années 70, le rapport Meadows et ce qu'il dit à l'époque. Il y a encore une chance d'infléchir la marche, mais en fait, on fait tout le contraire. Oui, tout à fait. Notamment au niveau des pénuries. C'est mystérieux, c'est très mystérieux. La première chose qu'il faudrait rappeler, c'est le fait que le Club de Rome, qui est fondé en mars, je crois, 1968, n'est pas fondé par des hippies. Il n'est pas fondé par des marginaux. Il est fondé par des grands industriels et des financiers qui se posent simplement sérieusement la question de savoir, tiens, jusqu'à quand pourrons-nous continuer notre politique de prédation ? Et donc la conclusion du rapport Meadows, elle est très simple, il n'y a pas de croissance infinie possible dans un monde fini, les ressources sont limitées. Et en fait, donc il est publié en 1972, on le savait déjà au moins depuis 1956, si je me souviens bien, avec le pic pétrolier, qui est théorisé par King Huber en 1956, et qui dit simplement, voilà, les ressources pétrolières, le pétrole brut, elles sont limitées. Il faut s'attendre à un pic de production, et après ça, ce sera nécessairement la décroissance de la production. Mais même cette idée-là n'était pas novatrice, parce qu'il y a eu, dans les années 1875, je crois, Jevons qui a fait le même calcul avec le charbon. Donc, le message du Club de Rome n'est pas compliqué, il n'y a pas la thèse est, il n'y a pas de croissance infinie possible dans un univers fini, sur une planète finie. Ce qu'il y a d'important, c'est que ces conclusions sont financées par des grands industriels afin de savoir, tiens, quelle politique est-ce qu'on peut mener ?
Donc en gros, la fête est finie. Ils disent aux industriels, la fête est finie, il faut changer de modèle. Il faut faire autre chose. En tout cas, il faut faire autre chose. Maintenant, il y a une allégorie qui me semble insubmersible, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est l'allégorie du Titanic. Alors, si j'ai 5 minutes, je vais vous rappeler ce qui se passe. Donc, il y a quatre moments frappants dans le naufrage. Hein. Je crois que c'est vers 23h40 que la vigie identifie l'iceberg. Évidemment, il est trop tard pour modifier la course, et donc 37 secondes plus tard, on croit frôler le désastre, hein, avec la coque qui est cisaillée, ou bien c'est les rivets qui sautent, peu importe. Ça, c'est 37 secondes plus tard. Vers minuit, on peut imaginer la réunion qui aurait eu lieu dans les ors et la pourpre des salons du capitaine du navire, où le concepteur du bâtiment lui-même est allé constater les dégâts. Il y a 5 compartiments, si je me trompe, sur 15, 16 ou 17, je ne sais plus, qui sont immergés. Le bateau ne pouvait survivre, le naufrage ne pouvait être évité qu'avec 4 compartiments. Donc, la catastrophe est inévitable. Minuit. À 2h20, le bateau fait naufrage. Alors, si on veut transposer cette image avec la chronologie, l'établissement de la chronologie de la crise globale systémique, en effet, 23h40, ce serait le rapport au Club de Rome 1972, disant on va dans le mur, c'est pas possible, l'iceberg est là. 37 secondes plus tard, c'est 1973, avec Pinochet par exemple, mais aussi la guerre du Kippour et le premier choc pétrolier. La réunion là, dans les salons du capitaine, ce serait la crise des subprimes en 2007, où là tout est explosé, la messe est dite. Et alors, le naufrage lui-même, là, la chronologie, évidemment, n'est pas facile à établir, au sens où le rapport Meadows proposait plutôt 2050. La Banque mondiale, dernièrement, elle disait qu'en 2025, ça n'irait plus du tout. Hein, et entre les deux, il y a eu d'autres estimations. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que la chronologie qui est proposée par le Club de Rome ne tient pas compte de la question climatique. Alors, qui est une question qui est très embarrassante à l'heure actuelle. Néanmoins, exactement au même moment, c'est-à-dire en 72, si j'ai bonne souvenance, il y a un climatologue d'origine yougoslave, si je me souviens bien, son nom c'est Kukla, qui pose très précisément cette question. Donc en fait, la question du changement climatique, elle a été précisée, la sonnette d'alarme a été tirée exactement au même moment. Hein. Et donc, pour répondre à votre question, en effet, il est fascinant de constater qu'à la fois rien n'a été fait, mais également beaucoup. Parce que 1973, avec l'arrivée de Pinochet, c'est le retour de l'extrême droite au pouvoir. Une extrême droite qui s'est tenue à carreau entre 1944 à peu près et 1972-73. Il y a eu Suharto, il y a eu les colonels en Grèce, etc. Mais en gros, il y avait une sorte de consensus pour faire prévaloir un modèle sociodémocrate où l'argent percole, certains font beaucoup de sous, mais on le redistribue et il y a une paix sociale. Hein. À la faveur peut-être de ce diagnostic-là, les oligarques, les nantis se sont rendus compte, non, c'est fini, on ne peut plus continuer à travailler de la sorte, il faut resserrer la vis. Et donc ça s'est passé comme ça, quoi. Chronologiquement, en tout cas, au niveau des... Est-ce qu'on peut dire qu'à certaines époques, il fallait installer des totalitarismes dans certains pays, notamment d'Amérique du Sud, que nous, on pouvait encore se contenter d'une certaine forme de social-démocratie, mais que maintenant, justement, ayant continué ce modèle mortifère et qui nous conduit vers le chaos, disons, est-ce que maintenant, on est dans une époque où en Occident, il faut imposer un totalitarisme pour pouvoir continuer, pas comme avant, mais pour qu'ils puissent continuer à s'enrichir? Il faut que tout change pour que rien ne change. Pour que rien ne change, voilà. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est là qu'on entre? Non, mais disons-le, voilà. Mais par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est définir le terme de totalitarisme. Définissons-le. Sans quoi, on ne va pas s'en sortir. Alors, moi, j'utilise un concept qui me semble assez simple. Le totalitarisme se définit par
l'absence de différence entre le privé et le public. Ce sont les mêmes catégories qui vont être utilisées à la fois pour gérer la sphère privée et la sphère publique. Ça veut dire, classiquement, que l'État est intrusif. L'État va vous dire comment fêter Noël, l'État va vous dire ce que vous devez porter comme vêtements, comment vous devez vous laver, comment vous devez avoir des relations sexuelles, etc., etc., etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le tout premier totalitarisme, ce sont les religions qui l'ont établi, évidemment. Hein, cette idée de gérer tous les aspects de la vie d'un individu, y compris ce qu'il mange, comment il s'habille, qui il fréquente, ce qu'il pense, etc. Pour moi, c'est du totalitarisme, au sens où il y a une invasion de la sphère privée, il y a une dissolution de la sphère privée, et donc il y a une impossibilité pour l'individu d'être libre, puisqu'il n'a pas son cocon, si on veut. Hein. Il n'a pas son espace de naissance. Pensons à une gestation. Une gestation n'est possible que parce que l'enfant est préservé du monde extérieur pendant 9 mois. Si vous regardez ce qui se passe avec un adolescent, par exemple, c'est quelqu'un qui disparaît dans sa chambre pendant 2 ans, hein, et puis qui ressort. Évidemment, c'est un phénomène récent, mais métaphoriquement, c'est très parlant. Hein, 2 ans plus tard, vous avez un jeune adulte qui ressurgit. Il faut un espace sécurisé, il faut un espace privé, il faut avoir les coudées franches, hein, il faut une intimité pour pouvoir grandir comme individu. Si ça est mis en danger, eh bien, il n'y a plus d'individuation possible, il n'y a plus de liberté possible, il n'y a plus de démocratie possible, etc. etc. Mais donc, je ne vais pas terminer. Désolé, une petite seconde. Donc, le tout premier totalitarisme, c'est un totalitarisme qui est religieux. Mais si on regarde comment fonctionne la technoscience, ou ce que les gens appelleront plus volontiers la technologie, c'est un peu comme ça aussi. On est envahi par les écrans, on est envahi par les messages des médias de différentes manières, jusque dans sa chambre à coucher pour certains, jusque dans son bureau, jusque dans ses toilettes, sa cuisine, ça dépend, ça a l'air d'être terrible à l'heure actuelle. Hein. Et donc il n'y a plus cet espace privé qui permet aux gens d'avoir une intimité et de vivre librement, indépendamment du regard de l'autre. On retrouve cette question chez Orwell, bien sûr. Hein. Et donc, la dimension religieuse, je ne l'invoque pas par hasard, parce qu'à l'heure actuelle, avec ce dogme covidien ou covidesque, on est vraiment dans la religion, on est vraiment dans le culte. Hein, c'est assez saisissant. La dimension technologique n'est pas étrangère non plus à la question, puisque ce sont les mêmes catégories qui reviennent, somme toute, à une exigence d'image. Hein, c'est ce qu'avait dit Warhol, hein, les gens veulent apparaître dans les médias, veulent avoir ce rayonnement futile limité dans le temps, mais bien réel. Et il y a une dimension de quantification. Hein. Les médias, surtout le numérique, l'idée du numérique, c'est de quantifier, quoi. C'est plus du tout du qualitatif, c'est du quantitatif. Et donc, si vous voulez gérer une population dans une situation de crise, il est bien clair que le totalitarisme s'impose. Et à l'heure actuelle, évidemment, il y a des outils qui sont d'une efficacité absolument invraisemblable à ce propos. Alors ce que je voudrais dire en conclusion, et c'est peut-être ça vraiment la réponse à la question, c'est que, bien sûr, à partir du moment où on est, si on reprend l'image du Titanic, à partir du moment où on est sur un vaisseau qui fait eau de toutes parts et qui s'apprête à sombrer au fond des océans, il est bien clair qu'il faut mettre de l'ordre, quoi, parce que les canaux sont limités et on ne peut pas autoriser un désordre absolu. Et donc, de ce point de vue-là, il est bien clair que le totalitarisme s'impose de manière prophylactique, c'est-à-dire préventive, pour museler les gens, canaliser les énergies, ou alors thérapeutique, c'est-à-dire a posteriori, parce que c'est le chaos. Hein. Donc ça fait, j'en parle dans ce livre, mais j'en ai parlé dans d'autres ouvrages ou d'autres articles également, il m'a toujours semblé évident que face à la perspective de la corruption définitive du modèle consumériste, du capitalisme globalisé, etc., etc., ce qu'on a appelé l'effondrement, enfin c'est un vilain mot, enfin un mot assez parlant, enfin passons, le totalitarisme s'impose, que ce soit a priori ou a posteriori.
Mais Michel Weber, la dissolution de la frontière entre la sphère privée et publique, c'est pour notre bien. Il y a la Covid, il y a le Covid, ou comme on l'appelle, Ouais. il faut soigner les gens. Ouais, ouais. Et donc, si l'État vient dans notre foyer, c'est parce qu'il faut éviter les contaminations. Voilà, je dirais, je fais l'avocat du diable, on peut. Non, non, tout à fait. Alors en effet, on pourrait concevoir un totalitarisme que j'appellerais de gauche, c'est-à-dire un totalitarisme qui serait bienveillant à sa manière, un totalitarisme qui chercherait à gérer le bien commun, hein, avec des ressources limitées, ben on fait ce qu'on peut. Mais ici, c'est un totalitarisme de droite, c'est-à-dire un totalitarisme fasciste, un totalitarisme qui cherche à préserver les intérêts d'une fraction infime de la population au détriment de tout le reste. Pardon. Mais les gens pensent encore que c'est pour leur bien. Les gens pensent que c'est pour leur bien. Oui, oui. Mais alors là, c'est une autre question. Hein. Donc ici, ce qu'il faut faire, il faut se poser la question de la gestion de la crise. Hein. Alors, il y a deux aspects, enfin, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect est purement sanitaire, hein, c'est-à-dire c'est la petite fable du pangolin, la question de l'OMS, la question de l'incohérence et de l'inadéquation de l'utilisation d'un test PCR pour diagnostiquer quoi que ce soit, etc., etc. Bon, c'est une question qui a été traitée, qui continue à être traitée par des gens qui sont plus experts que moi. Donc je ne vais pas l'évoquer directement, si vous voulez. Il y a la question que j'appellerais plutôt judiciaire, qui est celle de Tacite, enfin c'est le cui bono, à qui profite le crime, hein, aux sociétés du numérique, les multinationales évidemment, l'industrie pharmaceutique, les gouvernements, ça les arrange aussi de ne plus avoir des gilets jaunes qui gueulent dans leurs oreilles. Bon, mais alors moi ici, moi ce qui me semble le plus, la piste en tout cas que j'ai utilisée parce qu'elle me semblait la plus praticable, où elle me semblait permettre d'aboutir à des conclusions qui soient le plus facilement audibles, parce que c'est ça la question, c'est vrai que lorsqu'on écrit un livre ou lorsqu'on écrit un article, il s'agit quand même d'essayer de faire avancer une thèse qui soit entendable, qui soit compréhensible. Ça sert à rien d'essayer d'avancer une thèse qui soit beaucoup trop éloignée de ce dont les gens ont conscience, quoi. Hein, donc il faut y aller mollo, dirais-je. Bon alors, donc ce que j'ai fait simplement, ou en tout cas la manière principale, l'argument principal que j'ai adopté, c'était d'analyser brièvement d'une part la gestion de la crise elle-même et d'autre part la communication de crise. C'est ça qui est vraiment frappant. Pour ce qui est de la gestion de la crise, évidemment, ça a été du grand n'importe quoi, en termes d'impréparation, en termes d'incompétence, en termes de corruption, en termes de conflit d'intérêts. C'est saisissant, c'est complètement saisissant. Indépendamment donc de la question de savoir, tiens, c'est quoi cette nouvelle maladie qu'on a appelée Covid-19 ? Qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan ? Parce que là c'est un grand mystère. Parce qu'en fait, c'est de là que ça vient. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan ? Quel est le lien exactement entre cet événement-là et ce qui s'est passé par la suite, l'intervention de l'OMS, etc., etc. Donc, indépendamment de tout cela, la gestion de la crise avec les données dont on disposait, les données qui ont percolé au fur et à mesure, elle est risible dans le meilleur des cas. Hein. Mais plus significative encore est la communication de la crise, la manière dont les politiques ont communiqué et ont été en cela relayés complètement aveuglément par les médias et avec le soutien évidemment d'une caste, d'un milieu scientifique là qui manifestement défend certains intérêts. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, comment ont-ils procédé ? Non seulement avec le mensonge habituel, mais en culpabilisant les citoyens, mais en les culpabilisant sérieusement. Hein. Bon, c'est même pas drôle. En les culpabilisant, en manipulant la peur, hein, mais pire encore, en utilisant l'angoisse. Alors là, il y a une distinction qui mérite d'être précisée, parce que souvent, on ne comprend pas la différence entre peur et angoisse, et c'est complètement différent. Hein. Donc, il ne s'agit pas simplement de mentir aux gens. On le sait, ça, de toute éternité,
la Boétie, évidemment, mais Machiavel On va très bien montrer. ben voilà, c'est l'essence du message de Machiavel. Hein. Mais donc ici, la différence entre peur et angoisse, elle est capitale. Alors, la peur, c'est un sentiment qui est naturel, c'est un sentiment qui est bénéfique. C'est un sentiment qui accompagne la présence évidente d'un danger qui est identifiable. Si un tigre surgit dans la pièce, je vais le voir, je vais le sentir, la réaction là, de l'Assemblée va corroborer ma perception, et donc, instinctivement, je vais me préparer, physiologiquement, donc mon corps va se préparer, c'est plus l'esprit qui va fonctionner, c'est le corps qui va se mettre dans un état tel qui va être capable ou bien de s'enfuir, ou bien de combattre. Alors, et bon, alors évidemment, il y a les expériences de laborie qui montrent, tiens, si c'est pas possible, ça crée des catastrophes, etc., physiologiquement parlant et relationnellement parlant. C'est le film Mon oncle d'Amérique, pardon. Bon, mais donc, manipuler par la peur, c'est très efficace, mais ça met les gens en mouvement. Et les gens, quand ils sont en mouvement, on ne sait pas nécessairement ce qu'ils font. Ça crée des mouvements de foule, ça crée des débordements qui ne sont pas toujours facilement pilotables. Par contre, si on travaille sur l'angoisse, si on génère l'angoisse, on va paralyser les gens. On va paralyser les gens. C'est-à-dire qu'on ne va plus leur dire « faites attention, il y a un tigre qui va rentrer dans la pièce », parce qu'on ne le voit pas le tigre, on va dire « attention, si ça se trouve, le tigre il est caché derrière le coussin, si ça se trouve, la personne que vous avez en face de vous, là, c'est un tigre en puissance, peut-être que vous avez été drogué ». C'est un discours qui marche très bien avec le terrorisme, évidemment, hein, puisque tout le monde est un terroriste en puissance, mais avec le terrorisme, ça reste encore plus ou moins concret, au sens où les gens s'attendent à reconnaître un terroriste dans une personne plutôt d'origine étrangère, avec une langue peut-être d'origine arabique, barbu, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Mais donc ici, avec un ennemi complètement invisible, un ennemi qui est susceptible d'être partout, mais qu'on n'identifie pas, on crée cet effet de sidération qu'on constate chez les gens. C'est l'arme absolue pour sidérer les gens, pour les paralyser. Et une fois qu'ils sont paralysés, c'est une paralysie qui est non seulement présente dans leur corps, c'est-à-dire que c'est l'inaction qui s'installe, mais elle est présente dans leur esprit aussi, au sens où ils ne peuvent plus penser. Et donc on a là, plus penser droitement, si on veut, hein, penser rationnellement. Et donc on a là un double effet du confinement, en gros, hein. Sidérer les gens, les paralyser, les amener à croire que tout est dangereux, y compris leurs parents, y compris leurs enfants. Orwell parle de ça hein, dans un autre contexte, mais c'est tout à fait la même chose. Et donc à qui s'en remettre ? Puisque la menace est impalpable. Alors on s'en remet aux gouvernants, qui eux font valoir l'expertise qu'ils ne détiennent pas personnellement, mais qu'ils vont emprunter à ces chers virologues qui manifestement n'ont aucune idée de ce qu'est l'art de guérir ou l'art médical ou comment identifier une maladie. Hein, et donc la boucle est bouclée, l'arme est absolue. La boucle est bouclée, sauf qu'il y a comme un paradoxe, si pas une antinomie, c'est que la gestion est calamiteuse, mais elle est parfaite aussi. Ah oui. C'est une gestion calamiteuse parfaite. Non, tout à fait. Donc est-ce que la calamité est voulue ? Voilà. Alors évidemment, la présentation que je viens de faire, là, c'est le niveau 0. Hein. Alors il faut prendre conscience de la dynamique là, que je viens de décrire assez brièvement. Mais alors évidemment, on peut se poser la question de savoir, tiens, d'abord, quelles sont les conséquences pratiques ? Et ces conséquences pratiques, c'est manifestement une dérive totalitariste qui est évidente. Il faut vraiment être complètement paralysé pour les raisons que je viens d'évoquer, pour refuser de voir que ce discours anxiogène transforme complètement la société profondément, en profondeur. Et c'est manifestement, c'est une tendance qui n'est pas là pour s'interrompre.
Hein, on ne s'attend pas à ce qu'elle s'interrompe. Mais bon, maintenant, pour ce qui est de la question, en effet, de savoir quelle volonté il peut y avoir là derrière, il est bien clair que si on considère, si on relie les pointillés, là, comme on a dit dans un autre contexte, il est à craindre, en effet, qu'il soit impossible de ne pas accepter la thèse que cette communication anxiogène est une communication qui est voulue. Et donc, quand on cherche à perdre les gens avec des informations lacunaires ou trop d'informations, des informations contradictoires, des injonctions là, arbitraires, vous allez mettre le masque, vous connaissez l'histoire mieux que moi, ça ressemble très fort à un outil de manipulation qui est digne de ce qu'on... Comment dirais-je ? Des techniques qui ont été utilisées dans les camps de concentration, par exemple, et qui ont été étudiées, qui ont été présentées dès 1945 avec les premiers rescapés, psychologues, comme Bettelheim, par exemple, qui expliquent les techniques qui ont été utilisées afin de dépersonnaliser les gens, afin d'atomiser toute forme de solidarité, afin de conformiser, de créer des clones, en fait. Mais maintenant, évidemment, la question que vous posez, en fait, c'est celle d'une volonté unique qui percolerait là et qui conduirait à mécaniquement à avoir une action concertée de tous les acteurs. Je ne sais pas s'il faut vraiment soulever cette hypothèse-là. Mais le climat, évidemment, suscite des actions similaires. On peut créer un climat qui va donner à penser aux gens ce qu'on souhaiterait qu'ils pensent. Et donc, c'est très simple, l'idée d'une atmosphère. En fait, c'est comme ça que je définirais la culture, par ailleurs. C'est une atmosphère, quoi. La culture, c'est une atmosphère qui est susceptible de susciter à la fois l'individuation, la capacité de chaque individu de se découvrir lui-même, et la solidarité. Culture égale individuation plus solidarité. Mais donc, ce que je dis en parlant de la culture, on peut très bien le concevoir d'une manière un peu plus pathologique, et donc dans une certaine atmosphère culturelle ou symbolique, les gens comprennent tout de suite ce qui peut se dire, ce qui peut s'écrire, et ce qu'il faut taire. Et ça marche à tous les niveaux. Je veux dire, à l'université, il y a des sujets qui peuvent être traités, qui vont occasionner d'ailleurs des financements, des subsides, et d'autres qui ne sont pas porteurs du tout. Justement, j'avais une question. Est-ce que la preuve de ce totalitarisme pourrait paraître qu'actuellement, tout discours divergent est tout simplement interdit? On ne peut pas tenir un autre discours sous peine d'être traité de complotiste, mais peut-être après de subir d'autres effets de l'État. On ne sait pas bien où ça va, parce que le totalitarisme, c'est aussi la prison, c'est aussi l'enfermement. En tout cas, maintenant, on est dans un enfermement mental où toute pensée divergente est interdite. Est-ce que c'est déjà pas une preuve qu'on en est loin dans le totalitarisme, ou en tout cas bien avancé? Oui, bon, on peut le dire, mais pour moi, si je me tiens simplement à la définition du concept tel que je l'ai établi tout à l'heure, le fait que l'État, les gouvernants ou d'autres structures modifient profondément les habitudes des gens, donc la manière dont ils se vêtissent, leur hygiène, la manière dont ils interagissent avec les gens, la manière dont avec leurs proches, avec leurs épouses, leurs époux, leurs enfants, leurs parents, leurs beaux-parents, la manière dont on les confine dans tous les sens du terme, c'est du totalitarisme, c'est la signature du totalitarisme. Donc ça c'est, pour moi c'est plié cette affaire-là. Maintenant, la question du complotisme, c'est une question qu'il faudrait traiter. Encore une fois, c'est un concept qu'il faut définir, et il y a des étages, quoi. Alors, il me semble, en tout cas dans mon vocabulaire, je dirais qu'il faut être comploteur pour traiter quelqu'un de complotiste. Franchement. Et alors le fait, en effet, c'était plutôt ça la question, le fait qu'il n'y ait pas de place pour la discussion ou pour les dissonances,
le fait qu'il y ait des censures, que la censure devienne un fait plus ou moins accepté sur les réseaux sociaux, mais aussi ces pétitions qui disparaissent. Enfin, il y a tout qui disparaît, quoi. C'est tout à fait Orwell. Orwell, il parle des memory holes, si j'ai bonne souvenance, c'est le cas de le dire. Et donc, l'histoire est réécrite au fur et à mesure, selon les exigences du moment. Et et voilà, et ça passe complètement inaperçu. Regardez cette histoire d'hélicoptère d'il y a quelques années, là plus personne ne s'en souvient, manifestement. De Van Den Broek. Par exemple. Et donc, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Et c'est sur cette amnésie, évidemment, qu'on va pouvoir construire un régime totalitaire. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Tout à fait. Tout à fait. Ça ne pose toujours pas la question, évidemment, de l'essence du pouvoir. Hein, justement, j'allais y venir. Par qui sommes-nous dirigés, Michel Weber? Vous êtes vulgaire par des sociopathes, des pervers? Non, ça c'est un langage clinique, hein, merci quand même. Non, absolument pas. Donc alors, ce lexique, je l'ai développé à l'occasion de l'écriture d'un bouquin que j'ai publié il y a sans doute 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, autour de Game of Thrones, le trône de fer en français, je suppose, je ne sais plus. Donc il s'agit d'une œuvre littéraire qui est gigantesque, qui est fascinante, d'une part, et puis qui a donné lieu à un feuilleton, on dit série, semblerait-il, je ne sais plus combien de saisons. Alors c'est un travail qui m'a semblé très intéressant, parce que ce qu'on voit dans ce feuilleton, ou ce à quoi on assiste lorsqu'on lit le récit, lorsqu'on lit les bouquins, en effet, c'est à l'exercice du pouvoir, quoi. Donc il y a 3 questions. Comment acquiert-on le pouvoir? Comment conserve-t-on le pouvoir? Et comment exerce-t-on le pouvoir? Et alors, ce que ce feuilleton met à la lumière, c'est la pertinence de catégories cliniques, met à la lumière pour le commun des mortels, quoi. Évidemment, ceux qui ont la propension ou l'expertise clinique, ils vont aller lire. On pourrait commencer par Sade, par exemple, qui est à la base de toute cette nosologie. Bon, bref, passons. Nosologie, ça veut dire catégorie clinique. Donc, on va simplifier. Donc, le terme de pervers narcissique, c'est un terme qui est utilisé couramment, qui est utilisé volontiers pour parler de ce genre de personnage. Alors, première chose à remarquer, c'est que dès qu'il y a narcissisme, il y a perversion. Dès qu'il y a perversion, il y a narcissisme. Les deux catégories fonctionnent. Voilà. Et donc, quand vous êtes confronté, que ce soit dans le monde médiatique ou dans la vie de tous les jours, à un personnage qui est manifestement narcissique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est ce qu'on appelle la perversion. Alors, je définis la perversion, je vais être technique pendant 30 secondes, mais ça va être indolore. Ce qui définit la perversion, à mon avis, c'est la conjonction, c'est l'alchimie, c'est la synergie, c'est je vais dire alchimie, entre une dimension sociopathique et une dimension psychopathique. Alors, on n'utilise pas toujours dans la littérature, c'est pas toujours clair cette différence, mais pour moi, elle est très éclairante. C'est-à-dire que le sociopathe, à la base, c'est quelqu'un qui est manipulateur et sans affect. C'est quelqu'un qui passe donc sa vie à avancer ses pions, mais il doit avancer masqué parce que lui-même ou elle-même n'a pas d'affect, a du mal à exprimer ses émotions, simplement en général parce qu'elles sont inexistantes, et du mal à identifier les émotions chez les autres. Donc la dimension purement sociopathique, si on veut, en tout cas celle qui va être mise en conjonction avec la psychopathie, c'est la manipulation. La manipulation cynique, c'est le cynisme le plus fondamental, manipulateur. Le psychopathe, toujours dans mon lexique, est affligé différemment, au sens où ce qui nourrit le psychopathe, c'est sa capacité à faire souffrir autrui. Le psychopathe est comme un vampire qui se nourrit de la souffrance, de l'humiliation, des jeux de pouvoir qu'il va pouvoir infliger à autrui. Et donc le pervers, pour moi, il est capable de faire un peu des deux.
Donc il a à la fois accès à des affects lorsqu'il vampirise l'autre, mais il va pouvoir travailler d'une manière purement objective, comme un technocrate. Hein, on a des exemples, il y a des exemples partout, ils sont à la télévision. Hein, là, c'est la dimension purement sociopathique, c'est la pure manipulation. Et donc le pervers, il a ces deux composantes. Et manifestement, nos sociétés et évidemment le capitalisme fonctionne grâce à l'apport de ces gens, hein, et leur capacité managériale, évidemment, et eux-mêmes, ils ont, grâce à cette structure de pouvoir plus ou moins pyramidale, qui en gros date du néolithique, hein. Avant c'était, on peut parler du néolithique si vous voulez, mais ça date d'il y a 12 000 ans, quoi. Mais donc vous voulez dire qu'on est dirigé par des sociopathes Sociopsychopathes. Sociopsychopathes. Bien sûr. Donc la plupart des gens qui sont aux fonctions politiques, hommes et femmes politiques au-dessus, sont des sociopsychopathes. Mais il faut... Avec des degrés, évidemment. C'est ça, il y a des degrés en effet. Donc alors, moi la manière dont je vois l'affaire, c'est qu'à partir du moment où on est attiré par le pouvoir, par l'exercice du pouvoir, où on souhaite conserver le pouvoir, eh bien on est sur cette pente savonneuse. Hein. Et alors là, toute la question se pose évidemment de savoir s'il est possible de survivre avec des idéaux et ce qu'on n'est pas mangé par une grande machine. Grande question. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait des... je vais définir le pouvoir comme étant cette capacité d'infliger de la souffrance à autrui. Hein, ce qui veut donc dire, par voie de conséquence, en tout cas toujours dans mon lexique, hein, dans mon vocabulaire à moi, ça veut donc dire que par exemple vous allez chez un médecin, chez un thérapeute, et vous en remettez à lui pour qu'il agisse pour votre bien-être, ce ne sera pas une relation de pouvoir pour moi. Hein, ce sera une relation d'accompagnement, ce sera une relation responsable, ce sera une relation de confiance. J'utiliserai pas le terme de pouvoir. J'utilise le terme de pouvoir uniquement dans ce cadre-là. Et donc, en effet, on peut imaginer qu'il y ait des hommes et des femmes politiques qui parviennent à brider, dans une certaine mesure, ce genre de propension, ce genre d'inclination. Mais, ici, dans le cadre de la crise que nous traversons, que j'espère qu'on va traverser, hein, dans le cadre de cette crise, il faudrait se poser la question de savoir où sont les voix dissonantes, hein, où sont les hommes, les femmes politiques, à quelque niveau que ce soit, qui se sont levés en disant, écoutez, non, c'est pas possible, c'est complètement déraisonnable, voilà, simplement, en mon âme et conscience. Où sont ces créatures politiques ? Je dis ça d'une manière plus ou moins péjorative, tant pis. Où sont les scientifiques ? Là, il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus, ouais. Il y en a un peu plus, ça commence à bouger un petit peu. Mais où sont tous ces médecins, docteurs en médecine, hein, qui sont censés avoir cette bienveillance, cette capacité de diagnostiquer les maladies et d'y aller et d'agir, quoi. On va pas parler de thérapie ici, bon bref. Et alors évidemment, troisième point, au niveau médiatique, où sont les journalistes, hein, à part certains médias libres qui survivent, voilà, ou qui vivent, ou qui déploient leurs ailes, allez savoir, que font les journalistes, quoi. On pourrait dire que fait la police aussi, mais enfin bon bref. Mais donc ici, il y a là, pour moi, un test gigantesque, hein, qui choisit de parler en sachant pertinemment bien qu'il y a des conséquences, quoi. Hein. Un test, mais est-ce que c'est pas aussi le signe que le Covid arrive à un moment donné parfait ? Disons que ça aurait pas pu arriver dans les années 70, que si on nous faisait le coup du Covid dans les années 70, ça prenait pas. Ou en tout cas, rien n'était là pour que ça mûrisse. Alors que maintenant, justement, le fait que personne parle, le fait que les médias sont si forts avec les réseaux sociaux,
Tout à fait. C'est un moment parfait. C'est le oui. fait de la manipulation. Tout s'est joué, à mon sens, en effet, dans les années 68, 72, 73, puisque c'est à ce moment-là que la droite extrême revient aux commandes. Hein. Bon, ben, j'ai cité Pinochet, mais il y aura Thatcher, Reagan, Kohl, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, c'est cette idée... c'est l'irruption de ce qu'on a appelé le néolibéralisme, qui est une idéologie qui est destructrice du tissu social. Hein. C'est-à-dire que les individus ne doivent plus avoir la possibilité de vivre leur vie, de trouver leur identité. Enfin, c'est la question de l'individuation que j'ai définie tout à l'heure. Je cherche d'autres mots, mais ce n'est pas nécessairement plus pertinent. Donc, difficulté d'individuation, parce qu'on va transformer les gens, on va les conformiser, si vous voulez, et d'autre part, atomisation du tissu social, c'est-à-dire qu'en lieu et place d'une solidarité telle qu'évidemment elle avait été mise sur pied et organisée par la sécurité sociale, c'est à ce moment-là qu'on essaie de tout détricoter. Et donc évidemment, depuis les années 70, on vit dans une crise perpétuelle, en fait. Hein, les plus âgés vous le diront, ou les moins âgés, depuis les années 70, on va de crise en crise. Hein, depuis les années 70, il s'agit de se serrer la ceinture, il s'agit de privatiser, il s'agit de parier pour une efficacité du service des sociétés privées qui n'existeraient pas dans le service public, etc., etc. Et donc, en effet, cette communication pathogène, cette communication anxiogène, cette communication perverse, puisqu'on en parle, c'est bien évidemment une communication perverse qui est toujours utilisée. Quand on culpabilise les gens, quand on leur fait peur, quand on les déstructure à l'aide d'une menace fantôme, hein, et quand manifestement on jouit de la situation dans tous les sens du terme, ça peut être au sens purement financier pour les investisseurs qui sont en train de se repaître là. Si vous avez des nouvelles de la bourse, c'est absolument extraordinaire. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne excellemment bien. Donc c'est évidemment une communication perverse. Tout ça aurait été plus difficile à mettre en œuvre, quoi qu'il faut voir, dans les années 70, alors qu'il y avait encore une gauche avec une certaine identité, jusqu'à Mitterrand. Hein. C'est Mitterrand qui a détruit la gauche. Bon, alors il y a quelque chose que je voudrais préciser, avant que je n'oublie, ou alors je... Désolé, ça va me revenir. Vous dites aussi dans votre livre qu'ils ont définitivement perdu toute légitimité et toute autorité. Alors, vous ajoutez, ils ne peuvent donc plus reculer. Je comprends très bien ça, tout à fait. Donc, le nez dans le guidon, on continue la grande destruction. Mais en même temps, ils ont quand même encore énormément de pouvoir, puisque tout le monde leur obéit. Le masque, c'est fabuleux de voir quelqu'un dans la forêt tout seul avec un masque, ou au volant de sa voiture tout seul avec un masque. Donc, ils ont peut-être plus de légitimité s'ils étaient seuls, sans les médias et sans l'apport, mais peut-être c'est ça aussi. Ils ont tellement plus de légitimité qu'il faut instiller l'angoisse pour qu'on leur obéisse. Tout à fait, tout à fait. Donc, évidemment, ils n'ont plus de légitimité aux yeux de ceux qui sont éveillés aux enjeux, quoi. Évidemment, pour le premier kidam qui est là masqué, je suppose qu'il n'y verra peut-être que du feu. Et c'est pas sûr, parce qu'il faudrait vraiment voir pourquoi porte-t-on le masque, quoi? Qui peut se permettre le danger d'avoir 250 € à payer? Même 25 € pour plein de gens, pour des jeunes. 25 €, c'est déjà fameux. Hein, et quand on voit la paupérisation de la population, il est bien clair que 250 €, c'est 2 fois ce que demandent les Français plus ou moins, c'est fameux, quoi. Donc, délégitisation, pardon, c'est évident. Mais quand je dis qu'ils ont perdu toute autorité, j'ai l'analyse d'Hannah Arendt, une philosophe allemande et puis états-unienne en tête, qui publie en 1958 un article ou une communication qui est publiée, une conférence donc qui est publiée, où elle établit clairement le lien entre autorité et responsabilité. Celui ou celle qui a l'autorité, c'est parce qu'elle est perçue comme étant responsable. Le père de famille ou la mère de famille qui conserve une autorité par rapport à ses enfants, par exemple, ou par rapport à
ses frères, ses sœurs ou que sais-je, c'est parce que les enfants perçoivent que cette personne est responsable et prend donc des décisions, non pas pour jouir d'un rapport de domination, je te punis parce que j'ai envie de te punir, et c'est une punition qui sera humiliante parce que moi ça ne me dérange pas et toi ça te fera du bien, pas du tout. On explique l'attitude qui est prise, on la justifie, et l'enfant, quel que soit son âge, ou l'adolescent ou l'adulte par la suite, si on parle dans un contexte politique, comprend. Et donc c'est ici que tout se joue, évidemment, parce que le fait qu'il y ait une nouvelle maladie, pourquoi pas, le fait que le milieu sanitaire, que les hôpitaux soient dans un état pas possible, etc., c'est bien clair. Le fait que cette crise globale systémique annoncée en 72 devait arriver à un moment ou à un autre, parfait. Voilà, disons que c'est maintenant, parce qu'il y a conjonction, notamment au niveau financier, ça ne va pas du tout, et ainsi de suite, ainsi de suite. Sans parler évidemment des enjeux climatiques. Mais ce qu'il fallait faire, je veux dire, je vais reprendre la même expression là, qui est péjorative, la créature politique qui n'en serait pas une, pas une, la personne qui endosserait vraiment ses responsabilités, elle parlerait clairement, comme l'a fait par exemple Churchill, quand il était confronté à la menace nazie, en disant écoutez, on est très emmerdé, on a une fameuse crise, il va falloir qu'on se serre la ceinture, tout le monde va se serrer la ceinture, je ne vous promets que des emmerdements, vous n'allez plus partir en vacances, vous n'allez plus pouvoir consommer, etc., etc., etc. Mais si on définissait clairement les enjeux, si on définissait clairement la nature de la crise et la raison pour laquelle il s'agit que l'on transforme la société en profondeur, eh bien ce ne serait pas aussi infantilisant et ce serait beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus efficace. Vous dire que cette responsabilité, c'est une forme de responsabilité qui normalement aurait dû être dévolue au pouvoir, ils la mettent sur les individus. Mais non, si le virus se répand, c'est de la faute de vous, virus de votre faute. Si vous voyez des gens, il y a un article comme ça, si vous voyez des gens à Noël et qui meurent après, soyez pas étonnés. Il y a même eu une espèce de propagande en France où on voyait une dame qui fêtait l'anniversaire avec ses enfants et puis on la voit aux soins intensifs. Donc on peut dire que l'autorité relègue la responsabilité aux individus atomisés et qu'on est responsable de tout et que tout ce qu'elle n'a pas fait, on l'oublie, quoi. Il y a un peu de ça, quoi. Ouais, bon, il y a plusieurs manipulations qui sont à l'œuvre. Première chose, il n'y a plus d'autorité. Moi, je ne parle pas d'autorité pour ce genre de dispositif. Il y a un mode de gouvernement, en effet, qui est exercé par des gens qui éprouvent le besoin, la capacité, la nécessité de jouir de leur situation. Là, voilà. Il y a un choix qui a été fait. Et donc c'est très étonnant en effet que ce choix ait été globalisé. Et donc rares sont ceux qui ont essayé d'échapper à ce diktat du confinement, etc., etc. Il y a des choix qui ont été faits de gestion et de création d'une certaine crise pour en masquer une autre et pour conduire la population dans une direction qui n'est pas dans leur intérêt, quoi. Donc, ce qu'il faut dire ici, me semble-t-il, parce que je ne l'ai pas encore dit et je ne sais pas quelle heure il est. Toute crise est un moment d'opportunité, en fait. C'est le moment où il y a une déstructuration, mais qui est susceptible, donc, c'est une ouverture des possibles. Stratégie du choc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire que, d'une part, vous avez manifestement des oligarques qui cherchent à préserver leur pouvoir, voire simplement leur existence, parce que la question climatique, par exemple, c'est quand même assez problématique. Mais il n'y a pas qu'elle. Et donc, qui cherchent à promouvoir un certain type de société où il y aura nécessairement une dimension eugénique, évidemment, ou eugéniste, qui sera mise en œuvre. Mais d'autre part, vous avez une population qui est susceptible, me semble-t-il, si elle était conscientisée, qui est susceptible d'essayer de faire, qui est susceptible de promouvoir un autre agenda, et c'est l'agenda de la décroissance, en fait. C'est l'agenda de la transition, c'est la transformation de la société dans un sens plus humain, moins technocratique. Simplement. Et donc ce moment de crise ne doit pas être compris uniquement comme étant une
une marche funèbre, hein. Ça pourrait être une marche nuptiale aussi, hein. Mais là, c'est aux gens à se... Sous certaines conditions, j'allais le dire. Bien sûr. Parce que bien sûr, le bien pouvoir sociopathe, psychopathe, pervers qu'on a, c'est pas lui qui tout en coup va se dire la décroissance, c'est bon, on s'est trompé, on y va. sûr. Non, bien sûr. Donc lui, c'est le productivisme, Tout à fait. la tête dans le guidon. Donc... Si ce n'est que maintenant, évidemment, cette affaire de ressources dont je parlais tout à l'heure, donc le premier rapport au Club de Rome, rapport Meadows 1972, qui dit les ressources sont limitées, le modèle thermo-industriel, là, il est condamné. Il est condamné dans les années, je ne sais plus ce qu'ils disent, 2020, 2050, ça dépend comment on interprète les chiffres. Ça veut dire, il faut comprendre que cette estimation de la viabilité ou du futur du système part évidemment d'une demande, hein. Les ressources dans l'absolu, ça ne veut rien dire, c'est les ressources par rapport à une certaine demande. Et donc, en effet, s'il n'y a plus que 200 millions d'individus sur la planète, il y a du pétrole pour 100 000 ans, quoi. Hein? Et donc, s'il n'y a plus de pétrole maintenant, c'est parce qu'il y a 8 milliards d'individus et à qui on a imposé une violence symbolique extraordinaire, comme aurait dit Bourdieu, qui les amène à croire que la vie de l'occidental moyen est une vie magnifique. Hein, et donc c'est cet idéal du progrès. Il faudrait quand même que je rajoute une petite bricole, parce que on va vous dire, mais enfin vous pouvez pas nier le fait qu'il y a eu un progrès, là, une amélioration dans la qualité de vie, etc., etc., etc. Bien évidemment, mais tout est une question de focale. Hein, et donc cette amélioration de la qualité de vie qui a été plus ou moins évidente, disons, durant les 30 glorieuses, hein, donc 45, 72, hein, où de fait il y a eu un accès aux biens de consommation, la brosse à dents, eau et gaz à tous les étages, etc. etc. Hein. Mais le prix à payer pour avoir cette brève amélioration, hein, on peut même élargir et dire c'est 300 ans là, de société thermo-industrielle. La planète est ruinée, quoi. En gros, si on veut y aller à la grosse louche. Hein, c'est un écocide, c'est un biocide qui a été perpétré, quoi. Hein, enfin, de 36 000 manières, on ne va pas en parler tout de suite, on ne va pas en parler là maintenant, ce serait très long. Mais donc cette brève amélioration, ou ce qui peut ressembler à une amélioration du niveau de vie de quelques millions ou milliards d'individus, plutôt centaines de millions, c'est faite au préjudice